Bonjour à tous, merci beaucoup de participer à notre webinaire. Bienvenue donc pour ce webinaire sur la logistique urbaine. C'est un webinaire qui est organisé en collaboration donc, avec le groupe La Poste. Guy Pierre Sachot, vous êtes directeur du déploiement de la logistique urbaine du groupe La Poste. Christelle Savigna, vous êtes directrice du programme logistique urbaine à la direction du déploiement de la logistique urbaine. David Lebras, donc délégué général de l'association des directeurs généraux des communautés de France. Anaëlle Contrepoix, tu es conseillère environnement chez Intercommunalité de France et je suis moi-même responsable du pôle environnement et aménagement chez Intercommunalité de France. Donc, interviendront dans ce séminaire Émilie Claire, donc, qui est chargée de mission bruit et logistique urbaine au département des mobilités au Grand Besançon Métropole pour faire une présentation de l'action engagée chez Grand Besançon Métropole et puis une présentation donc d'un cas concret qui sera suivi d'une présentation plus générale des enjeux et des leviers d'action sur la logistique urbaine qui sera faite par le groupe La Poste. Quelques mots pour rappeler le contexte de ce webinaire. Donc, sur le constat qui a été posé entre Intercommunalité de France et le groupe La Poste, des enjeux importants que revêt la logistique urbaine sur la constitution d'une ville durable, sur un cadre de vie apaisé pour les habitants et pour répondre aux nouveaux modes de consommation. Donc, la logistique a un caractère systémique. Donc, elle implique de pouvoir associer un grand nombre d'acteurs et les collectivités peuvent être pour cela, peuvent impulser des bonnes pratiques, euh, impulser cette transition. Donc, il a été décidé d'établir un guide en partenariat entre le groupe La Poste et Intercommunalité de France pour faire un recensement un petit peu des leviers d'action dont disposent les collectivités. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est un petit peu de représenter ces leviers d'action et c'est aussi d'avoir un échange entre les différents participants sur les actions qui ont pu être mises en œuvre au niveau local et les questions qui se posent, les solutions qui ont pu être trouvées. Voilà. Donc, je passe la parole à Anaëlle pour la suite. Bonjour à toutes et à tous, donc Anaëlle Contrepoix pour Intercommunalité de France. Je veux juste faire un petit point technique. Donc là, on est sur un format webinaire, donc vous voyez uniquement nos intervenants pour le moment. En revanche, on va avoir des temps de questions, de réactions et de partage d'expériences à différents moments de ce webinaire. Donc à cette occasion-là, vous aurez la possibilité de lever la main. Donc sur vos écrans, c'est tout en bas sur le petit plus, les trois petits points, et vous pouvez lever la main. Et donc, je ferai en sorte de pouvoir donner la parole au fur et à mesure. Et à cette occasion-là, vous pourrez allumer vos caméras et vos micros et puis poser vos questions à nos intervenants. Vous avez également le chat, mais on préfère quand même privilégier la prise de parole et les échanges de visu, disons. Et puis, s'il y a le moindre souci technique, ce serait plutôt sur le chat qu'il faut nous en faire part. Et autrement, n'hésitez pas aussi à repréciser quand vous prenez la parole de quel territoire vous êtes et d'où vous nous parlez. Comme ça nous permet un petit peu de cibler. Et puis, en prenant nos notes aussi, on verra qui fait quoi. Et je pense que c'est tout au niveau des questions techniques. Et puis, je vais du coup maintenant laisser la parole à Émilie Claire qui va nous présenter la démarche qui a été engagée au niveau du Grand Besançon Métropole. Bonjour, bonjour à toutes, à tous. Donc effectivement, Émilie Claire, chargée de mission logistique urbaine au sein du Grand Besançon Métropole. Un petit point de détail en matière de logistique là pour la partie, on va dire, de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est que moi, je vais devoir vous quitter à 14h30 pour officiellement un copil sur la logistique urbaine avec mes élus dans une heure, un peu moins. Donc voilà, je m'en excuse par avance de ne pas pouvoir être présente sur l'entièreté de ce webinaire. Donc pour essayer de recontextualiser un petit peu le travail fait par le Grand Besançon Métropole, hein, ça va être assez académique, j'avais préparé quelques petites notes là-dessus. C'est vrai que la collectivité, je pense, comme bon nombre d'autres collectivités, ont pris quand même conscience des enjeux de la logistique urbaine de façon générale, liée notamment à la forte évolution du développement, par exemple, du e-commerce, à l'accroissement des demandes de livraison, avec toujours plus de simplicité, de rapidité, voilà, toutes ces nouvelles choses qui nous tiennent aujourd'hui, avec à la fois aussi
des enjeux autour de la raréfaction, du foncier aux impacts environnementaux, du transport en général. Donc, tout cela, en fait, conduit le Grand Besançon Métropole à engager une démarche dans laquelle elle a souhaité pouvoir co-construire avec l'ensemble des acteurs économiques de la filière logistique. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle s'est engagée donc, à l'été 2021 dans un programme C2E qui s'appelle Interlude, donc Innovation pour les territoires autour de la logistique urbaine durable, qui est en fait la suite opérationnelle de la stratégie nationale France Logistique 2025. Donc, ce programme il vise vraiment à nous accompagner, nous, les collectivités, dans la mise en œuvre de chartes de logistique urbaine durable, avec donc un travail de concertation et de co-construction avec l'ensemble des acteurs de la filière logistique, dans une volonté de répondre au mieux à la fois à des enjeux qui sont des enjeux d'ordre économique, fonctionnel, mais aussi environnementaux, à la fois impactants pour les opérateurs privés, mais aussi impactants pour la puissance publique. Voilà un petit peu donc, on va dire, le contexte. Et pour faire un petit peu un point sur notre démarche Interlude et ses différentes étapes, donc on est officiellement signataire du programme depuis le mois de juin 2021 et on est accompagné, c'est un subventionnement qu'on a eu de la part de la Caisse des dépôts, on est accompagné par le CEREMA, on est accompagné également par Logistique Le Carbone dans cette démarche. C'est une démarche qui s'intègre aussi dans le programme Action Cœur de Ville. Et on a donc fait appel à 2 bureaux d'études que sont donc ELV Mobilité et Logicité pour nous accompagner dans cette démarche avec un premier travail plutôt de diagnostic, on va dire, qualitatif et quantitatif, qui se sont à la fois coupés sur des analyses de flux de marchandises, un travail de relevé de terrain pour comprendre un petit peu quels étaient nos dysfonctionnements en matière de logistique, notamment sur notre secteur hypercentre, des entretiens avec l'ensemble des acteurs de la filière, qui nous ont permis d'avoir un état général on va dire de l'organisation logistique de notre territoire et de ses dysfonctionnements. Et donc, on a eu un comité de pilotage de restitution de ce travail donc en novembre 2021. Et là, nous sommes dans la seconde étape, donc la définition du plan d'action, qui va normalement être validé cet après-midi par nos élus, qui sont en fait la base un petit peu des orientations politiques souhaitées en matière de logistique urbaine, et qui vont nous permettre d'avoir une base de discussion pour aller échanger avec les acteurs de la filière, si possible, au courant de l'automne 2022, et d'aboutir donc à la rédaction d'une charte logistique urbaine durable, on espère, d'ici la fin de l'année 2022 ou tout début de l'année 2023. Voilà un petit peu les étapes, sachant que l'idée de la collectivité, je le répète, mais je pense qu'avec les échanges qu'on a eus avec les acteurs de la filière, c'est très clair, mais on n'est pas du tout dans une volonté de diaboliser la logistique urbaine, loin de là, même si on pointe beaucoup des fois les externalités négatives. Beaucoup d'acteurs peuvent en pointer les externalités négatives. Là, on est vraiment bien dans une démarche de co-construction. Il faut qu'on puisse allier à la fois la performance logistique, les conditions de travail de la chaîne logistique, mais aussi l'amélioration du cadre de vie pour les habitants, l'attractivité économique. Donc tous ces enjeux sont à mettre sur la table. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette démarche, puisque c'est vraiment la nature même d'Interlude, c'est de pouvoir avoir ce regard très co-constructif et aussi très transversal, parce qu'au sein de nos directions, on mobilise finalement beaucoup d'élus, des élus du développement économique, du commerce, de l'environnement, de la gestion des déchets aussi, parce qu'on a toute cette question de la gestion des déchets au sein du centre-ville, notamment la logistique des cartons des commerçants, de la reverse logistique. Donc il y a pas mal de choses là-dessus sur lesquelles on s'interroge. Donc en tout cas, pour la part du Grand Besançon, on n'a pas d'élus clairement fléchés logistique urbaine. On a des élus qui sont autour de cette thématique. J'ai oublié aussi les élus à l'urbanisme, les élus à la mobilité. Donc c'est vraiment un consortium d'élus pour travailler au mieux et en tout cas prendre ce sujet dans sa très grande globalité. J'espère que j'ai été claire et concise. Et je reste bien évidemment à disposition pour des questions complémentaires. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a une première main levée, Béatrice Prat. Je vais vous laisser la parole, et puis
Je vous laisse poser votre question. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Béatrice Prat, je suis directrice générale adjointe chargée de l'environnement au SICOVAL, qui est une communauté d'agglo au sud de Toulouse. Et donc je vois que vous en êtes en effet au plan d'action, donc on a été aussi approché pour le programme Interlude. Pour l'instant, on ne s'est pas lancé encore. Et en plan d'action, vous parliez d'une charte, mais vous pourriez nous citer d'autres actions concrètes, en fait, mais sans déflorer en effet ce qui sera validé cet après-midi, mais pour nous donner des exemples en fait de ce qui peut être mis en place. Merci. Tout à fait. Alors, la charte, en fait, c'est l'aboutissement, normalement, de la démarche Interlude, c'est-à-dire qu'elle doit se conclure par cette fameuse charte co-signée entre partenaires et collectivités. Mais au sein de cette charte, il y a évidemment des actions qu'on devra mettre en place. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, mais comme vous l'avez dit, rien n'est encore validé ce jour, mais dans les pistes de réflexion qui sont présentées aux élus aujourd'hui, il y a toute la question de la valorisation, notamment des modes alternatifs sur le dernier kilomètre, comment accompagner en fait les initiatives privées qui proposent ce genre d'initiatives, par exemple en vélo cargo, en petits véhicules à assistance électrique, etc. Il y a tout un travail aussi de réflexion possible sur les établissements logistiques de proximité, un travail qui a notamment été amorcé par d'autres villes comme Bayonne, comme Annecy, qui avaient travaillé sur ce type d'initiative. Donc nous, on a aussi tout un travail sur la gestion des cartons des commerçants. Alors là, c'est quelque chose de très précis, mais chez nous, c'est une problématique qui est assez prégnante. Donc, on a tout ce volet-là. Et puis aussi, on a tout un volet plutôt de communication, de concertation avec les acteurs. On voudrait pouvoir fédérer au niveau local un réseau des acteurs de la logistique pour pouvoir régulièrement discuter avec l'ensemble des acteurs de toutes les filières sur justement quels sont leurs problèmes, comment on peut être amené à les réguler, comment aussi nous, en tant que puissance publique, on peut faire rencontrer des professionnels entre eux pour discuter. La difficulté, c'est que voilà, on sait que la logistique tient aussi beaucoup des opérateurs privés. Nous, puissance publique, on sera plutôt sur la gestion d'espace public. Mais néanmoins, on est là aussi pour être facilitateur dans les échanges. Donc, il y a tout ce travail-là. On a aussi une volonté de pouvoir communiquer plus largement auprès du grand public sur les impacts de leurs choix logistiques. Donc là, c'est plutôt un travail de communication. On a aussi tout un regard sur la réglementation dans notre centre-ville, voilà, en lien potentiellement. Alors nous, on n'est pas concernés directement par une ZFE sur le Grand Besançon Métropole, mais je sais que d'autres territoires, et notamment je pense que Toulouse est impacté par ces phénomènes voilà, de zones de faible émission qui vont impacter les accès. Donc voilà, il y a tout ce travail-là aussi à amorcer et à réfléchir. Sur les schémas des aires de livraison aussi, on a quelques transporteurs qui nous ont fait des retours sur certaines aires de livraison qui étaient mal dimensionnées ou mal positionnées. Donc, il faudrait qu'on revoie un petit peu tout ce schéma des aires de livraison. Voilà, je vous donne un panel assez large, mais ça va vraiment, on va dire, d'un volet plutôt communication, concertation, à un volet gestion de l'espace public, jusqu'à essayer, si possible, de valoriser et de faire émerger de nouvelles pratiques logistiques. Voilà, donc pour l'instant, on balaye très large. Ok, merci. Et juste par curiosité, votre poste, il a été rattaché à quelle direction dans votre collectivité? Direction des mobilités. Ok, merci. Voilà. Et moi, je suis donc sur le poste officiellement depuis le mois de mars. Donc, c'est pour ça, je n'aurai pas toutes les réponses aux questions qui vont peut-être posées aujourd'hui. J'essaie en tout cas d'être la plus complète possible. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci. Peut-être Carole, une réaction? Oui, sauf s'il y a d'autres questions, mais moi, ça m'aurait intéressé de savoir un petit peu comment, et ça peut être une question aussi pour les autres participants si vous avez un retour d'expérience là-dessus, comment l'identification des différents acteurs a été faite. Et on a dit que c'est un sujet qui est très large. Comment dans les services, ça rejoint un petit peu la question de Madame Prat, comment dans les services la collaboration se fait et voilà du coup le niveau qui est prévu pour le poste. Alors, sur la première réponse, sur la mobilisation des acteurs, c'est vrai qu'on a eu l'appui du CEREMA et de Logistique Low Carbone qui ont pu nous donner les contacts des différents acteurs de la filière.
Ils ont d'ailleurs fait des entretiens bilatéraux avec eux pour réexpliquer la démarche, etc. Donc, c'est vrai que nous, l'appui du CEREMA et de Logistique Le Garbonne, elle est hyper importante pour être sûr de ne pas oublier des acteurs, de bien pouvoir mettre tout le monde autour de la table. Donc là-dessus, ce travail-là qui a été fait par ces deux organismes nous a vraiment aidés. Sur l'aspect plutôt interne, on va dire le travail entre directions, pour le moment, on est dans une phase de préconisation. Alors, elle se traduit un peu sous forme d'action, mais on est plutôt sur un travail pour l'instant de préconisation d'action. L'idée, c'est qu'on va être amené dans les prochaines semaines à bien rééchanger avec les différents collègues des services pour voir s'il y a des choses qui, dans les prochains mois, dans les prochaines années, vont être amenées à évoluer. Je vois notamment, récemment, j'ai pu échanger avec les collègues de la gestion des déchets qui font tout un travail justement avec les commerçants, avec des points d'apport volontaires, de la collecte. Il y a une tournée mobile qui va se mettre en place dans le centre-ville. Voilà. Donc, ils sont déjà en train de réfléchir aussi à ces éléments-là. Donc, petit à petit, en fait, ces fiches actions qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des préconisations, vont peu à peu s'alimenter, auxquelles vont s'ajouter aussi les contributions des acteurs économiques dans les ateliers, et on pourra du coup avoir des fiches actions qui deviendront de plus en plus opérationnelles, si je peux le dire comme ça, pour une mise en œuvre dès 2023. Voilà. Il y a un élément aussi qui cristallise un peu nos sujets en ce moment, c'est le fait de bien intégrer la logistique urbaine dans les différents documents de planification des collectivités. Notamment les plans de mobilité, plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les schémas de cohérence territoriaux, donc les SCOT, les PCAET, donc les plans climat, air, énergie territoriaux. Voilà, tous ces éléments-là, il faut s'assurer aussi qu'il y ait une bonne transversalité des éléments et des objectifs pour qu'on soit très cohérent sur ce qu'on souhaite mettre en place sur le territoire. Et aussi, pas forcément sur la mise en place, mais aussi sur la pertinence de le mettre en place et par rapport aux besoins qui ont été identifiés au moment du diagnostic. Une question complémentaire, on revient un petit peu sur un point d'avant, mais du coup, est-ce que votre poste est financé par le programme Interlude? Pas du tout. Oui, tout à fait. Ça fait partie d'un subventionnement dans le cadre d'Interlude qui me permet du coup d'occuper ce poste durant 3 ans. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une autre main levée. Madame Nathalie Wook, je vous laisse prendre la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bonjour, merci. Donc, Nathalie Wook, je suis chef de mission enjeux logistiques sur le territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre, donc un territoire de la métropole du Grand Paris. On est aussi lancé dans l'élaboration de notre schéma logistique. On est sur un territoire un peu particulier à 24 communes, dans des secteurs effectivement très proches, on va dire, des communes en petite couronne et des communes un peu plus éloignées avec effectivement des gros inducteurs économiques au milieu. Je vous fais un portrait assez rapide du sujet. Ma question est, vous citez, et quand vous abordez le sujet, vous nommez uniquement la logistique urbaine. Est-ce que c'est que ce champ-là que vous regardez? Est-ce que c'est plus large? Parce que nous, on est traversé effectivement, et nous avons une typologie de logistique assez particulière sur notre territoire, avec plusieurs logistiques. Et du coup, est-ce que vous avez exclu certaines formes de logistique ou est-ce que vous êtes uniquement sur la logistique urbaine? Alors, non, sur le travail de diagnostic, ça a été fait à l'échelle du Grand Besançon Métropole. Donc, nous, on est un territoire de 68 communes. Donc, ça a bien été fait sur l'ensemble de ce territoire. On a à peu près 195 000 habitants sur notre agglomération. Néanmoins, on a une très, très forte polarisation des activités sur Besançon même, parce que finalement, on est un territoire très rural. Besançon est très urbain, mais autour, c'est très, très rural. Donc, on a une forte polarisation des activités et forcément des flux logistiques sur Besançon. Donc, essentiellement, en fait, notre travail va se cibler sur le secteur byzantin, en particulier sur le centre-ville. Mais bien évidemment, on en est très conscient que ça va bien au-delà de ça, qu'il y a un enjeu d'agglomération, voire même plus largement un enjeu régional.
Je sais que la région Bourgogne-Franche-Comté met en place tout un travail sur la logistique au niveau régional. Bon, Besançon est plutôt un pôle secondaire par rapport à des agglomérations comme Dijon, par exemple. Mais néanmoins, on ne met pas du tout ce volet-là. Mais l'étude et la démarche interlude, dans le cadre aussi de la démarche Action au cœur de ville, est quand même très ciblée sur la ville-centre Besançon. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette question. Christelle, je crois que vous aviez une réaction peut-être. Alors, je vais juste activer le micro. Oui, merci. Oui, en fait, c'était une question parce que vous nous disiez, Madame Claire, qu'il fallait veiller à l'intégration de la logistique dans tous les docs de planification urbaine et les schémas. Vous avez cité PDM, PLUI, SCOT, PCAET notamment, mais en fait, concrètement, c'est un volet qu'on a largement abordé dans le guide, d'ailleurs, sur un levier d'action des collectivités, mais concrètement chez vous, est-ce que l'actualisation de ces documents, vous l'avez programmée? Comment vous avez travaillé en interne pour justement planifier cette actualisation des documents? Alors, la majorité de nos documents sont en cours de révision, donc ça facilite grandement les choses. C'est mieux, ok. Donc voilà, il y avait un sujet du PCAET, effectivement, enfin un volet logistique avait déjà été intégré dans le PCAET. Aujourd'hui, voilà, quasiment l'entièreté de nos documents de planification sont en cours de révision, donc ça facilite, on va dire, grandement les choses sur un plan de calendrier, parce qu'on va pouvoir, et en plus à des stades plus ou moins avancés, c'est-à-dire par exemple, notre plan de mobilité est aujourd'hui en stade de scénario, définition du scénario qui sera choisi par nos élus. Donc, ça nous permet de pouvoir anticiper voilà, ces éléments-là dans les différents documents de planification. On est assez chanceux sur le timing de nos. Oui, parce que c'est effectivement pas partout le cas. Et bon, après, on a peut-être un peu moins de temps parce qu'il vous reste 3 minutes. Donc, s'il y a d'autres questions, je ne veux pas mobiliser la parole, mais je serais intéressée aussi à savoir, c'est-à-dire comment concrètement vous intégrez la logistique dans ces documents, par quel type de mentions. Est-ce qu'il s'agit de réserves foncières que vous identifiez? Est-ce qu'il s'agit de zonage que vous modifiez? Est-ce qu'il s'agit de schémas d'aire de livraison et stationnement, par exemple au PDM, que vous actualisez et que vous travaillez autrement? Mais on aura peut-être d'autres occasions d'échanger sur ce sujet-là. La difficulté, c'est que la réponse, je vais l'avoir dans quelques minutes. C'est-à-dire que c'est tout un volet qu'on a demandé aux élus, savoir ce qu'ils souhaitaient être inscrits. Par exemple, est-ce que l'ELP est un sujet ou pas du tout? Et ça, en fait, petit à petit, suivant les réponses qu'on va avoir de nos élus aujourd'hui et dans les prochaines semaines, ça va nous permettre aussi de pouvoir nous guider pour les trames à venir, notamment dans les documents de planification. Dans votre esprit, l'ELP, c'est l'espace logistique de proximité dont on confierait la gestion à un exploitant pour la livraison dans Besançon, c'est ça l'idée? Parce que vous avez cité Bayonne comme exemple. C'est l'idée parce que c'est l'initiative, on va dire, la plus récurrente. Il y a peu de collectivités qui se sont lancées dans la conduite d'un ELP et je ne suis pas forcément sûre que ça soit tout à fait le rôle de la collectivité de gérer ce type d'établissement. Mais néanmoins, pour avoir vu la démarche de Bayonne, avoir un petit peu regardé les éléments qu'ils avaient, eux, mobilisés, c'est vrai qu'ils avaient fait tout un travail de subventionnement d'une initiative privée avec une subvention un peu dégressive dans le temps, qui ont permis aussi à une initiative privée de pouvoir se lancer et ensuite peu à peu se retirer à la vue en fait, de l'avancée et de la réussite de la démarche. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on doit aussi interroger nos élus aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non le Grand Besançon Métropole souhaite pouvoir être facilitateur soit sur le volet technique, soit sur le volet financier de ce type d'opération. D'accord, très clair, merci. On a juste une dernière question, si on peut vous prendre encore une petite minute. Ouais, si elle dure moins d'une minute, ça me va. Je laisse la parole à Madame Sabatier. Je vous laisse prendre la parole pour poser votre question. On vous écoute. Merci. Bonjour, merci pour ces présentations. Une question, vous avez évoqué une démarche régionale au niveau de la logistique. Alors, je me demandais ce que vous vouliez dire par là et en gros, que font les régions sur le sujet?
Alors moi, j'ai assisté juste à un atelier au mois de décembre qui était piloté notamment par la région Bourgogne-Franche-Comté qui souhaite voilà, travailler à une identité régionale autour de la logistique. Après, sur le pilotage concret de ces éléments-là, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai assisté qu'à à un seul atelier, mais l'idée, c'est voilà, c'est de pouvoir identifier parmi les pôles structurants en matière de logistique, parmi les pôles secondaires, quelles sont, je pense, les initiatives lancées et puis peut-être aussi identifier une identité de la région sur ces éléments-là. Après, la traduction un peu opérationnelle, très clairement, je ne pourrais pas parler à la place de la région pour vous la dire. Je n'ai pas assez d'éléments aujourd'hui voilà, pour aller plus loin dans mes explications. Merci beaucoup. Christelle, vous vouliez peut-être réagir avant qu'on libère Madame Claire? Oui, voilà. Ce qu'on voulait ajouter, je pense, sur cette question, parce que je pense que c'est ce dont on parle ici, c'est que l'État a créé à l'automne 2021 un nouveau format de dialogue territorial qui sont les conférences régionales de la logistique. Chaque région est tenue de les organiser là en cette année 2022. Il y a 2 régions qui étaient pilotes fin 2021 pour les organiser. C'était la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France. Il se trouve qu'en Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, elle a eu lieu, ça a été la première à être organisée. Ce sont des réunions qui sont pilotées par les préfectures de région et souvent effectivement le conseil régional, donc c'est du copilotage, afin de définir des axes stratégiques, on va dire, régionaux sur le sujet logistique, pas que logistique urbaine d'ailleurs. Et effectivement, en Bourgogne-Franche-Comté, vous vous êtes doté d'objectifs spécifiques à la région et ce sera le cas dans chaque région. Je le dis pour nos collègues d'autres régions, dont les conférences de la logistique vont progressivement s'organiser sur l'ensemble du territoire. Et peut-être pour compléter les propos, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs ateliers qui ont été organisés avec des thématiques très différentes. Par exemple, il y avait un sujet tout particulier, par exemple, sur les emplois au sein de la logistique urbaine, comment par exemple attirer des chauffeurs routiers, etc. Enfin voilà, c'est quand même très très large. Ça couvre quand même des thématiques. Il y avait aussi des thématiques sur le fret fluvial, sur le transport par rail, etc. Donc voilà, ça recouvre quand même des volets très, très, très larges. Et je vois qu'il y a un petit point qui a été complété aussi par Evans Lastanova, côté France urbaine du coup. Mais c'est vrai que c'est aussi les régions, elles sont compétentes pour l'élaboration des stradettes. Et dans ces stradettes-là, qui sont à l'échelon régional, on a un volet logistique aussi. Donc voilà, il y a aussi l'angle planification qui peut être utile. On ne va pas vous retenir plus longtemps, du coup. En tout cas, un grand merci pour votre intervention et puis vos réponses à ces questions. On vous libère, du coup. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci pour votre accueil et bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Christelle Davigna et puis Guy-Pierre Sachot du groupe La Poste. Et ça va nous permettre du coup de faire le lien sur cette question plus générale de la logistique urbaine et puis de l'étude qu'on a travaillée ensemble. Et je vous laisse la main du coup pour partager le support et nous faire votre présentation. Merci Anaëlle. Je vais passer la parole à Guy-Pierre qui débute l'exposé et simplement vous dire que du coup, je partage mon écran. Voilà. En tout cas, bientôt. Ça va arriver sous peu. Voilà, mais je crois qu'on pas encore. Ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez bien? Oui, il faudrait juste pouvoir mettre en plein écran si c'est possible. C'est le cas, mais il doit y avoir un petit décalage peut-être. Ok. Je suis en plein écran. Ah. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guy-Pierre Sachot au sein du groupe La Poste en charge avec Christelle et quelques personnes autour de nous du déploiement de la logistique urbaine. Alors, pardon d'avance si ce que je vais dans ce propos liminaire vous dire est pour un certain nombre d'entre vous déjà largement connu. L'objectif, c'est un peu de poser le décor
de ce dont on parle quand on parle de logistique urbaine et de s'attacher à entrer un tout petit peu plus dans le détail des enjeux qui sont ceux du dernier kilomètre, qui est aussi le premier kilomètre, comme ça a été évoqué dans la précédente intervention, lorsqu'on a parlé, par exemple, de la collecte et de l'enlèvement des déchets ou des recyclables. Donc la logistique urbaine, c'est au fond quelque chose d'assez simple, hein, c'est tout ce qui concerne la gestion des flux qui rentrent, circulent et qui sortent de la ville. On parle bien entendu de flux matériels, flux qui de plus en plus sont associés d'ailleurs à des flux dématérialisés, des flux d'informations et notamment des flux numériques. Donc ça regroupe toutes ces prestations qui concourent à l'approvisionnement et à l'enlèvement des marchandises. C'est bien évidemment ce qu'on appelle le transport du dernier kilomètre. En réalité, dans la chaîne logistique, c'est le dernier maillon. Hein, c'est tout ce qui permet d'acheminer la marchandise au lieu de distribution. Ce sont les livraisons et services du dernier mètre, puisqu'il arrive qu'on ne trouve pas le destinataire là où on doit déposer la marchandise, et on peut avoir, par exemple, des solutions alternatives. Et donc, les services alternatifs à la remise à domicile vont entrer dans le champ de la logistique urbaine. C'est aussi les prestations de logistique retour, lorsqu'on n'a pas pu les déposer au destinataire. C'est la collecte des déchets des entreprises, c'est tout ce qui est recyclable. Et donc là, on va parler du premier kilomètre. Ne pas oublier que dans le premier kilomètre, il y a aussi ce qui peut être produit dans la ville. Lorsque c'est parfois encore le cas, on a des activités de production artisanale, industrielle, qui sont elles-mêmes localisées dans la ville. Quand on parle de logistique urbaine, on parle de marchandises et on parle des marchandises de tous les clients, qu'il s'agisse de biens de consommation, qu'il s'agisse d'équipements, de produits alimentaires, des produits liés à la santé, à l'éducation, des matières premières ou transformées industrielles, des matériaux de construction ou des déchets. Vous voyez que ça représente un ensemble de flux qui est tout à fait considérable. Et j'attire tout de suite l'attention sur le fait que si nous sommes des représentants du groupe La Poste, pour ce qui nous concerne, les flux que nous connaissons le mieux, que nous traitons chaque jour, sont des flux de colis qui ne représentent dans la somme des marchandises qui rentrent, circulent et sortent de la ville qu'une part, j'allais dire, minoritaire, puisqu'on considère que même après le boom du e-commerce, au maximum, ces colis que nous transportons, nous et tous les opérateurs qui font le même métier que nous, représentent de l'ordre de 15, 16, 17, 18% de l'ensemble des flux qui rentrent dans la ville. Alors, c'est une activité, la logistique urbaine, qui est évidemment stratégique, on va y revenir, qui a un inconvénient, on l'a dit, c'est que traditionnellement, elle s'exerce par la voie routière et que ce faisant, elle est à l'origine de 30% des émissions de gaz à effet de serre, d'environ 40-45% des émissions de particules fines et de 50% des consommations de gazole dans la ville. Et donc, vous voyez, au moins à égalité avec le chauffage urbain par le fioul. Notons heureusement que dans beaucoup de cas, le chauffage, c'est aussi par le gaz. Alors, un point important, c'est qui opère cette logistique? Et naturellement, quand on parle de logistique, on pense spontanément aux professionnels, aux transporteurs, aux entreprises dont c'est le métier et qui ont des flottes de véhicules équipés pour ce transport. Ce faisant, on oublie qu'en réalité, à peu près un mouvement de marchandises sur deux dans la ville est opéré par des non-professionnels. Les professionnels sont habilités à faire ce qu'on appelle dans le jargon du transport pour compte d'autrui. Ils disposent de licences professionnelles pour ce faire, mais ils ne transportent pas, loin s'en faut, toute la marchandise qui circule dans la ville. On pense qu'en moyenne,
un enlèvement sur deux, un mouvement sur deux est réalisé par on appelle les comptes propres. Alors, c'est qui les comptes propres? Eh bien, c'est vous, c'est moi, lorsque nous allons au supermarché et que nous chargeons dans nos voitures nos achats. Ce sont les commerçants, les artisans qui ne sont pas des professionnels du transport de marchandises en ville et qui utilisent leurs propres véhicules pour alimenter leur boutique, pour apporter les matériaux sur les chantiers. Ce sont les acteurs publics, les collectivités locales, qui ont leur propre parc de véhicules pour amener des marchandises sur les différents sites qu'elles occupent, pour les services techniques, l'entretien des espaces verts, la collecte des déchets, que sais-je encore. Donc, vous voyez, la logistique urbaine, ça englobe énormément d'acteurs et pas seulement les professionnels du transport. C'est un point extrêmement important, on y reviendra. On peut peut-être passer à la slide suivante. On y est sur les enjeux, parce que c'est Anaël qui partage finalement. Anaël, c'est bon, hein, on continue comme ça? Oui, si ça vous va, vu que ça avait pas l'air de pouvoir passer les slides. Donc, c'est Bah, bon. j'étais en plein écran, mais pas chez vous, manifestement. Voilà. On est sur le 4e slide. Et donc, sur cette slide, ce qu'on a essayé de rappeler de manière très synthétique, c'est les principaux enjeux non détaillés qui s'attachent à la logistique urbaine. Et on a deux grands volets. D'abord, c'est de soutenir l'attractivité et le développement de nos territoires, et notamment des territoires les plus urbains, ce qui a d'autant plus, j'allais dire, d'importance que nous sommes sur un secteur économique qui est générateur d'emplois non délocalisables, et qu'il représente, porté par les professionnels, à peu près 10% de la richesse nationale produite. Et donc, on est sur une activité économique extrêmement importante, bien répartie sur le territoire et qui est utile. Il y a un deuxième enjeu qui est de lutter contre la sous-optimisation chronique du transport de marchandises en ville. Quand on parle de sous-optimisation, ce qu'on entend, c'est que dans ce métier, j'allais dire par construction, quand un véhicule circule, très souvent, il n'est pas chargé au maximum de ce qu'il pourrait transporter. Et ça peut s'expliquer de manière tout à fait logique. Si on a armé un poids lourd pour qu'il apporte de la marchandise dans une de nos villes, nécessairement, quand il va la décharger, il va être à vide. Et quand bien même on arriverait à charger un peu dans la ville, il va réaliser quelques distances, quelques kilomètres à moindre chargement et parfois à vide. C'est pour ça que les professionnels ont créé les bourses de fret qui existent dans presque toutes les grandes villes et qui permettent à un transporteur qui a un véhicule à vide d'aller chercher du fret pour l'amener ailleurs. Mais je vous l'ai dit, un mouvement sur deux est fait par des non-professionnels et la conséquence, c'est que ce souci d'optimisation pour tout simplement maîtriser les coûts que le transporteur peut avoir, ce souci n'irrigue pas de la même manière tous ceux qui sont amenés à faire du transport de marchandises à titre accessoire, c'est-à-dire à titre secondaire par rapport à leur activité principale. Et donc, il y a un enjeu très important à faire en sorte que les uns et les autres se parlent pour réussir à optimiser davantage le transport de marchandises en ville, parce qu'il y a des enjeux environnementaux qui sont de plus en plus cruciaux, notamment dans la ville dense que l'on veut de plus en plus, j'allais dire, accueillante du point de vue de la qualité de l'air, du bruit, du point de vue environnemental et du développement commercial, et qui, en même temps, va devoir accueillir de plus en plus de flux physiques d'alimentation. Donc, les enjeux, sans entrer dans le détail, vous les voyez, hein, c'est lié à la qualité de l'air, c'est le développement économique, la congestion urbaine avec tout ce qu'elle emporte de nuisances autour notamment du bruit et de la qualité de vie en ville. C'est l'intégration urbaine des marchandises dans la ville.
et chacun sait la difficulté que nous avons à imaginer des entrepôts dans nos quartiers. Et puis, un des enjeux plus récents, sans doute lié à différents phénomènes, et pas simplement le numérique, c'est l'individualisation des flux, le rééclatement qui multiplie le nombre de mouvements. Alors, peut-être si on peut aller sur la slide suivante. Au fond, pour fixer les grands enjeux, avant de se dire comment on les travaille, retenons peut-être 4 points qui sont à ce stade extrêmement importants. D'abord, la logistique urbaine, c'est vital. C'est Anne-Marie Drac qui aime bien le répéter, c'est un peu comme une fonction de respiration. Hein. Si on arrête de respirer, même les meilleurs en apnée, au bout de quelques minutes, vont être en difficulté. Eh bien, si on arrête d'alimenter la ville en approvisionnement, on estime qu'à Paris, par exemple, en 48 heures, on serait en très grande difficulté et à court de ressources. Donc, c'est une activité vitale, on ne peut pas y échapper. Certains disent un mal nécessaire. La logistique, c'est fondamentalement la ville. La ville, c'est le lieu des échanges. Et dans les échanges, il y a les échanges de flux physiques. C'est la fonction commerciale de la ville, bien sûr. C'est l'endroit où, entre les producteurs, les distributeurs, les consommateurs, on va opérer ces échanges de flux et c'est de là que naît la richesse. C'est donc une fonction non seulement vitale, mais c'est une fonction, je dirais, structurellement urbaine. C'est une activité économique, j'y reviens pas, je l'indiquais tout à l'heure, la filière logistique dans son ensemble, c'est plus d'1,8 million emplois. La logistique urbaine en représente une part significative, et notamment toutes les activités de distribution et de distribution à l'adresse, à la poste et ailleurs, sont évidemment des activités pourvoyeuses d'emploi. Et puis, c'est une activité qui est directement en lien avec la performance économique des acteurs. Vous vous souvenez sans doute des débats qui ont eu cours au moment de la crise épidémique autour du Covid, et on a vu poindre dans la presse justement alors polémique, le mot peut-être un peu fort, mais en tout cas ces échanges qui se sont tenus sur la capacité des acteurs logistiques à soutenir dans des crises le besoin de ravitaillement, d'avitaillement des uns et des autres, et l'importance de la fonction de logistique autour de la fonction de production. C'est dans l'économie un secteur tout à fait stratégique. Voilà peut-être pour cet état des lieux de départ qui nous dit l'environnement dans lequel nous allons travailler. Et je vais laisser Christelle prendre le relais sur ce qu'on a voulu mettre en exergue dans notre guide pratique de la logistique urbaine, en se focalisant maintenant sur la manière dont on peut produire une logistique plus vertueuse dans la ville. Merci Guy-Pierre. Je veux bien, Anaëlle, qu'on passe à la slide suivante du coup. Merci beaucoup. Oui, alors il y avait aussi un dernier slide, Guy-Pierre, sur l'enjeu majeur par rapport à tout ce qui a été posé précédemment, qui est globalement l'enjeu d'optimisation. Il y a un rapport de mars 2022 de The Shift Project, rapport dont vous voyez le titre ici, qui précise, et c'est le principal problème du dernier kilomètre aujourd'hui dans nos villes et dans nos grandes villes en particulier, la surreprésentation des véhicules utilitaires légers dans cette activité du dernier kilomètre. Et on voit, alors Anaëlle, je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai des cadres noirs qui apparaissent devant mon écran. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais voilà. On considère, et le rapport le dit, hein, que 40% de ces mouvements et de ces livraisons du dernier kilomètre en ville sont effectuées par des véhicules utilitaires légers. Contrairement d'ailleurs à une idée couramment répandue que ce sont les poids lourds qui sont les plus représentés dans la ville. Donc l'enjeu, c'est bien la réduction du nombre de véhicules utilitaires légers, et ça d'autant plus que… Les VUL qui sont les plus représentés. Oui, contrairement à l'idée que les poids lourds seraient les plus représentés dans la ville. Or, ce sont les VUL, effectivement, et l'enjeu, c'est bien de les réduire dans la mesure où il est démontré
et c'est inscrit ici, rapporté à la tonne au kilomètre, un VUL consomme 2 à 5 fois plus qu'un camion rigide et 10 fois plus qu'un poids lourd articulé. Donc, on voit qu'une première idée reçue peut-être contre laquelle il faut lutter, c'est qu'il vaut mieux un poids lourd plein, rempli, qui pénètre dans la ville en un seul mouvement que 10 véhicules utilitaires légers remplis à 40% qui en plus consomment plus. Donc, on a coutume de dire, et on peut passer à la slide suivante parce qu'on va redire un peu la même chose. Ici, ce sont les conclusions du rapport The Shift Project, mais en fait, on le reprend encore après, Anaëlle, s'il vous plaît, ici, que les enjeux majeurs pour tendre vers une logistique à faible émission, c'est d'abord la massification des flux. Là où aujourd'hui, on a des véhicules qui sont partiellement chargés, mais aussi des circuits logistiques qui sont parallèles et qui ne se rencontrent pas. L'idée, c'est bien de massifier les flux à leur entrée dans la ville, de les stopper en bout de ligne de transport longue distance, on va dire, et puis de les massifier dans des plateformes d'entrée de ville avant de travailler leur distribution en ville différemment. Et travailler leur distribution en ville différemment, ça passe par un deuxième objectif qui est celui de la mutualisation des flux. On regroupe donc ces flux en entrée de ville au moment où ils arrivent. On les dégroupe pour ensuite les regrouper par quartier, par secteur géographique, pour mieux les livrer ensuite de manière groupée en mode décarboné. Et troisième enjeu majeur, l'optimisation des circuits et process de distribution, là où tous les opérateurs cherchent évidemment à réduire le nombre de kilomètres parcourus, l'optimisation des tournées et le fait de pouvoir au maximum rencontrer le destinataire à la première présentation de ces flux. Au service de 3 enjeux. Décarboner, c'est bien, c'est-à-dire convertir nos flottes de véhicules, mais ça ne suffit pas puisqu'il faut aussi réduire le nombre de véhicules et de mouvements et ça passe aussi par la décongestion du centre-ville qui est le levier pour agir sur la réduction des particules fines notamment et donc l'optimisation, c'est ce qu'on a dit. Je passe très vite, mais la conclusion de cette slide, c'est en fait que tout ça, et ça a été dit par Carole en ouverture, c'est un sujet qui touche à tellement de pans à la fois de l'action publique, mais aussi d'activités des opérateurs privés, mais aussi du commerce et de l'activité économique de la ville, que c'est nécessairement une action qui est collective et concertée et qui est coproduite entre les acteurs publics et privés. Guy Pierre vous a mis dans le fil de conversation, je crois, une ressource à consulter en ligne, qui est un documentaire que l'on a produit l'année dernière. Donc, c'est la version longue qui s'appelle ici Logistique urbaine sur YouTube, d'un film de 23 minutes qui pose les enjeux d'une logistique urbaine durable. Pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, sa référence, elle est aussi mentionnée dans le guide. N'hésitez pas à le consulter et sa version courte sur le site du groupe. Si je vais très vite ensuite, parce que je vois qu'il est déjà 14h52, parlons levier d'action. Le guide que nous avons coproduit ensemble, il visait principalement à vous donner des illustrations de ce qu'il était possible de faire. Vous l'avez dit, notre collègue du Grand Besançon l'a dit tout à l'heure, la ressource, la compétence, l'organisation et les organigrammes de vos collectivités n'étaient pas jusqu'ici construits pour traiter cette politique publique de logistique urbaine de manière organisée et pour cause, ça n'était pas forcément une compétence et ça ne l'est pas directement encore aujourd'hui, bien que vous êtes soumis à des obligations réglementaires. Donc l'idée du guide, c'était d'exposer les leviers d'action possibles, en rappelant que les opérateurs privés peuvent et doivent, j'ai envie de dire, s'engager aussi. On a ici repris l'engagement qui est le nôtre, celui d'assurer 100% de nos livraisons urbaines à horizon 2025 à faible émission, donc faible ou très faible en critère 1 ou 0, dans 350 villes en Europe, dont 22 métropoles françaises, puisqu'on rappelle que le groupe La Poste est un groupe international avec des filiales dans le monde entier, et particulièrement en Europe, avec ses filiales qui sont représentées dans tous les pays, avec des moyens mobilisés qui sont larges, ambitieux, le verdissement à grande échelle de nos flottes, on transforme l'ensemble de nos flottes, principalement véhicules électriques,
un peu de gaz, mais aussi des flottes de vélos cargo avec un objectif de 1000 vélos cargo en propre à 2025. Rappelons que cet engagement, il vaut pour nos flottes en propre, mais aussi pour nos prestataires sous-traitants que l'on accompagne dans ces conversions. Et donc, sur vos territoires, c'est aussi des petits, entre guillemets, transporteurs ou cyclologisticiens que l'on accompagne. La promotion de modèles alternatifs, dont le modèle de livraison mutualisé. Chez nous, c'est Urbi qui fait cette proposition de service, mais d'autres le font aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on massifie les marchandises à leur entrée dans la ville et ensuite on les mutualise pour les livrer en mode faible émission dans la ville, en confiant leur distribution à un ou plusieurs opérateurs. Évidemment, on s'engage dans l'innovation technologique et de services. Je ne détaille pas, vous avez ici l'ensemble des champs qu'on investigue, mais si je peux faire un zoom, il y a aussi, et c'est un levier qu'on travaille beaucoup avec vous, tout sur la partie services logistiques innovants, toute la partie hors domicile, ça a été dit par Guy Pierre. Donc, on travaille beaucoup la question de l'optimisation de l'utilisation des espaces de pieds d'immeubles, par exemple, pour des boîtes à colis, de parcs de stationnement. Ça vous intéresse souvent aussi de travailler avec vos opérateurs du stationnement, de conciergerie, de consignes, de Drive, par exemple, tous les formats qui permettent de contacter le client, pas forcément à domicile et sur les lieux de flux. Et puis, on travaille à l'exploration des modèles de demain, notamment celui de la multimodalité, par exemple. Si on évoque les leviers à la main du secteur public et des intercommunalités en particulier, le guide y revient très largement et de manière beaucoup plus détaillée. Mais pour en rappeler ici quelques principaux exemples, il y a d'abord celui qui nous vient à l'esprit en premier, c'est l'outil réglementaire. Vous êtes non pas tous ici autour de la table, puisqu'il y a des agglomérations qui ne sont pas concernées, mais en tout cas 43 territoires à être concernés par l'obligation de mise en place d'une ZFE à fin 2024. Et bien dans ces territoires, la ZFE, elle est un préalable à ce travail et travailler d'abord un périmètre qui soit cohérent en termes géographiques et de couverture de la ZFE et en même temps un niveau de restriction progressif qui soit aussi compatible avec l'activité de la ville, c'est un premier levier. Mais la réglementation ne se limite pas à la ZFE, il y a évidemment tout ce qui peut être travaillé en complément autour des gabarits, des tonnages, des itinéraires, des vitesses, de l'accès à certaines zones piétonnes, aux horaires d'accès. Là encore, dans notre dialogue avec les collectivités, on constate beaucoup de bonnes intentions, mais qui parfois sont finalement ne servent pas l'intérêt opérationnel des opérateurs, ni même l'objectif écologique et environnemental. Et donc, c'est aussi dans ce dialogue-là que nous, on apporte un conseil sur les meilleures réglementations à prendre. Typiquement, par exemple, et c'est l'exemple italien, une ZFE peut être complétée d'une ZTL, une zone à trafic limité, quand on a un centre-ville très contraint ou très patrimonial ou historique et qu'on souhaite en réserver l'accès à une certaine catégorie de véhicules. Et puis, bien sûr, la réglementation, il faut aussi se poser la question du contrôle du respect de cette réglementation. Et on a un vrai sujet là-dessus sur notamment le schéma des aires de livraison et de stationnement pour éviter une occupation anarchique de l'espace public et le respect de la fonctionnalité de ces aires pour que les opérateurs puissent développer leur accès le plus en profondeur dans la ville et plus près du client. On a voulu citer un exemple avec la métropole du Grand Paris. Nous, dans le cadre de notre dialogue bilatéral, nous avons décidé la mise en place d'un groupe de travail alors beaucoup plus large que le groupe La Poste, qui dépasse nos seuls opérateurs, mais avec tous les acteurs économiques concernés, visant à recenser les incohérences de réglementation, et on voit qu'il y en a beaucoup, qui en fait sont source de sous-optimisation, puisque en fait elles créent pour les opérateurs qui doivent circuler sur l'ensemble de la zone, une incohérence totale en matière de réglementation. Un deuxième grand levier activable et la plupart du temps activé par les collectivités, les intercos en particulier, c'est la question de l'immobilier et du foncier. Madame Claire du Grand Besançon l'a dit tout à l'heure, il faut travailler aussi sur l'intégration de la logistique dans la ville et dans la planification urbaine. Ça passe par des formats d'implantation d'infrastructures logistiques qui sont très identifiés pour les professionnels que nous sommes, du niveau hôtel de logistique urbaine, la plus grande plateforme, au niveau le plus petit,
l'espace logistique urbain de proximité, celui qui est le plus en profondeur dans la ville, tout ça, ça nécessite un travail conjoint entre la collectivité, les opérateurs pour identifier des surfaces, du foncier disponible pour les grandes plateformes, des surfaces disponibles en ville pour les autres formats, pour identifier les opportunités de mixité de programmes entre de l'habitat, du service, du commerce, avec des implantations logistiques, par exemple en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Un très, très gros chantier sur cette question immobilière et foncière, puisqu'on ne pourra pas mettre en place de réglementation efficace et accélérer la durabilité de notre logistique du dernier kilomètre sans penser en même temps l'implantation de ces infrastructures dans la ville. Un troisième levier, et pas des moindres, sur lequel nous, on insiste beaucoup, c'est celui de la collectivité exemplaire, où, par exemple, on constate que la collectivité, quelle qu'elle soit, qui est elle-même acheteuse, qui elle-même a besoin de fournitures, ne s'applique pas toujours, en tout cas ne prescrit pas toujours ou ne regarde pas toujours de près la manière dont ces approvisionnements sont effectués, dans la manière dont ils lui sont livrés. Or, il y a des leviers qui existent pour le faire, de la simple clause incitative à la modification des cahiers des charges techniques, jusqu'à l'allotissement des marchés pour distinguer la fourniture elle-même de sa livraison, et à tout le moins l'intégration de la logistique dans l'espace air. Bon nombre de territoires et d'agglos qui sont concernés par l'obligation de mise en place d'un space-air sont en train de le faire. Et on a l'exemple le plus avancé, je pense, qui est celui de la ville de Grenoble, qui a, elle, d'ores et déjà imposé le passage par un opérateur de livraison à faible émission pour la fourniture de ces écoles. Ça concerne 70 écoles de la ville de Grenoble, par exemple. Voilà, donc les trois grands leviers qui viennent illustrer la capacité à agir des collectivités, qui est le titre de notre guide commun. Mais évidemment, il y en a bien d'autres. On en a recensé plus d'une vingtaine et ils sont tous détaillés dans le guide qu'on vous invite bien sûr à reconsulter si ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr, on se rend disponible pour répondre à vos questions, en sachant que je pense, Anaëlle, qu'on est en fin de présentation cette fois. Tout à fait. Merci beaucoup, Christelle. Je pense qu'on peut prendre 5 petites minutes pour répondre aux questions. J'ai vu qu'il y avait déjà deux mains levées. Pardon. Karine Sabatier, je vous laisse prendre la parole pour vos questions. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Je reviens un peu sur les chiffres que vous avez donnés, que j'ai notés. Oh, pardon, il y a une sirène. Vous avez dit que les colis, y compris e-commerce, représentaient environ, j'ai noté 20% de la logistique urbaine, des flux de marchandises. C'est ça? J'ai dit 15 à 18%. Ouais, d'accord. Le reste étant des matériaux, des déchets, des outils, enfin des choses qui sont dans notre ordre, ce que vous avez décrit. Le reste, c'est d'abord beaucoup de l'alimentaire, tout ce qui rentre, par exemple, dans les grandes surfaces. C'est tout ce qui est les biens d'équipement de la maison, tout ce qui rentre dans les boutiques des commerçants, les vêtements, la décoration, etc. C'est les matériaux de construction, ce sont les fournitures administratives des administrations, les équipements des hôpitaux, les médicaments, etc., etc. Donc, l'immense majorité des marchandises qui rentrent dans la ville ne sont pas des colis, bien évidemment. Bien évidemment. Ma question ensuite, là, c'est parce que chez nous, on a un territoire quand même assez rural. Il y a également une ville-centre, un peu comme Besançon, à échelle peut-être plus réduite ou relativement comparable. Les flux agricoles ne seront jamais compris dedans. Vous pouvez confirmer ça? Ou c'est hors sujet? Non. Les flux agricoles sont bien des flux physiques et oui. Ils s'analysent en termes de logistique urbaine. Cela étant, dans les flux agricoles, vous avez deux choses. Vous avez les matières premières et les matières transformées. Les matières premières, le frais, sont traitées notamment au titre, par exemple, des circuits courts dans un circuit ou des circuits spécifiques, qui est celui des marchés, des centres de gros, etc. Et puis ensuite, il y a les produits transformés.
qui sont traités soit comme les marchandises d'approvisionnement, par exemple, des supermarchés, ou qui sont pris en charge dans des filières spécifiques, notamment les filières du froid, puisque beaucoup de ces marchandises transformées, de ces productions agricoles transformées, sont soumises, pour des raisons de conservation des aliments et d'hygiène, à des règles de transport qui leur sont spécifiques. Une toute petite et dernière question pour bien repréciser. Nos élus, ils se posent les questions un peu différemment. Ils disent par exemple, le plombier qui entre en ville préparer une chasse d'eau, bah, c'est de la logistique. Effectivement, il transporte bien sa mallette de plombier, mais il transporte également le service qu'il va offrir à domicile. Et la même chose pour l'agriculteur qui, d'un bout d'exploitation, disons d'une surface d'exploitation à l'autre, peut transiter avec des outils, avec peut-être du foin, avec peut-être un matériau qui ne va pas être vendu en tant que tel, mais c'est un flux entre deux points de l'agglomération. Est-ce que ça rentre en compte ou pas, ces exemples que j'ai essayé de décrire? Alors, les flux des artisans sont du compte propre, donc ils comptent. Maintenant, peut-être que dans vos exemples, on va essayer de dissocier, discerner entre deux choses. Vous évoquez d'un côté des flux qui sont des flux de logistique urbaine très classiques qu'on retrouve partout, ceux des artisans qui rentrent dans la ville avec leurs camionnettes pour aller sur des chantiers. Et il y a des solutions d'optimisation, de mutualisation à développer, sans doute avec eux d'ailleurs, pour limiter ce que Christelle évoquait, mais la croissance très importante du nombre de véhicules utilitaires légers dans nos villes au cours des 30 dernières années. Et puis, le deuxième aspect que vous avez évoqué, c'est celui des flux qu'on appelle dans le jargon les flux de transit, qui traversent la ville pour aller d'un point à un autre, quelle que soit la matière qui est transportée. Vous avez cité l'exemple du foin. J'avoue qu'il est assez rare de voir des agriculteurs traverser les grandes villes avec des charrettes de foin, mais ça, ce sont des flux de transit et généralement, les réglementations locales demandent que ces flux qui ne sont pas à destination de la ville passent par des itinéraires en dehors de la ville et la contournent. Et donc, pour nous, on ne va pas les traiter comme flux de logistique urbaine au sens où ils n'ont pas vocation à alimenter le cœur de la ville, sauf lorsque, par exception, ça peut arriver dans des grandes villes, on a par exemple un haras au milieu de la ville et que les chevaux de ces haras ont besoin de foin. Mais ça reste, vous en conviendrez, un cas tout à fait exceptionnel. Oui, j'en conviens. Les flux agricoles pour la ville, on estime, c'est une moyenne, je vais vous donner un ordre de grandeur, c'est entre 2 et 3% quand on parle de matière agricole en tant que telle. Donc, c'est dans l'épaisseur du trait. Ce n'est pas le flux le plus important. Quand vous parlez des flux des artisans, excusez-moi, après j'arrête. Le plombier, donc il est en compte propre. Ok, c'est un flux classique, mais alors du coup, l'infirmière, la coiffeuse à domicile sont également en compte propre et un flux de logistique urbaine classique. Alors attention, les professionnels qui utilisent leur véhicule pour se rendre chez leurs clients, mais qui n'ont pas comme fonction principale de transporter de la marchandise. L'infirmière, la coiffeuse ne transportent pas de marchandises, elles transportent juste leur outil de travail. On ne les met pas dans le secteur de la logistique urbaine. Mais quand on parle de transport en compte propre, c'est bien des activités pour lesquelles le transport de marchandises est une fonction accessoire essentielle de l'activité première et pour lesquelles il y a un équipement en véhicule qui est dédié. La coiffeuse et l'infirmière peuvent circuler dans un véhicule léger qui n'est pas une camionnette ou un véhicule utilitaire, vous voyez. Donc, on va dissocier. Quand on parle de compte propre, on parle bien de professionnels qui transportent des flux physiques. Merci beaucoup. J'ai deux autres questions que je vois. Béatrice Prat et puis ensuite Monsieur Dezeter. Oui, merci. Je voulais savoir, donc, j'ai compris qu'il y avait donc des bourses de fret pour les, disons, les professionnels du transport. Et donc, pour le reste, aujourd'hui, est-ce qu'il existe des outils justement de mise en relation pour optimiser le fret? Parce qu'on est sur vraiment un panel assez large entre le particulier qui fait ses courses, l'artisan. Voilà. Alors, absolument. C'est une très, très bonne question. Les professionnels du transport de marchandises, je dirais structurellement, ils sont orientés sur l'optimisation. Et donc, ils ont développé de longue date des outils qui leur permettent d'échanger entre eux à tout instant
sur les besoins, par exemple, d'un chargeur qui veut acheminer ailleurs dans le territoire des produits emballés sur palette. Et ils ont l'habitude d'échanger entre eux ces flux, et c'est pour ça que ces bourses de fret existent, et il en existe sur tout le territoire national. Et d'ailleurs, vous avez sans doute remarqué, pour ceux d'entre vous qui se déplacent sur notre territoire, qu'à l'entrée d'un certain nombre de villes, de métropoles, on a des panneaux qui nous renseignent sur l'existence de centres de fret, qui sont ces lieux justement où ces échanges physiques peuvent s'opérer. Donc ça existe pour les professionnels du transport, et bien évidemment dans le monde des particuliers, des artisans, des commerçants, des collectivités qui travaillent en compte propre, ça n'existe pas. Alors, ça n'existait pas jusqu'à présent, des solutions alternatives sont en train d'émerger. Il y a d'une part des start-upers, des innovateurs qui se disent, mais tiens, on pourrait peut-être faciliter la mise en relation entre un professionnel et des artisans, ou entre des auto-entrepreneurs et des personnes qui ont besoin de transporter ou de faire transporter de la marchandise. Et donc, on a aujourd'hui sur le marché des applications qui permettent et vous avez peut-être même vu d'ailleurs que, y compris pour du transport de colis, il y a des start-upers qui ont imaginé que la livraison du dernier kilomètre puisse s'opérer par des particuliers sur un trajet habituel domicile-travail, par exemple, ou travail-domicile. Mais il n'y a pas de solution institutionnalisée, généralisée pour ce type de besoin. À côté de cela, il y a des professionnels du transport et de la logistique qui imaginent aujourd'hui mettre en place un service justement pour les artisans, les commerçants. Christelle vous a parlé des centres de mutualisation. Il y a différents opérateurs sur le marché qui aujourd'hui structurent des offres qui permettent de répondre à ces besoins de transport de marchandises qui doivent rentrer dans la ville, par exemple pour alimenter les chantiers de construction de différents artisans, sans que chacun des artisans ne vienne avec son propre véhicule. Au surplus, en évitant que les collaborateurs de ces artisans, qui eux-mêmes conduisent ces véhicules, ne passent de longs quarts d'heure, parfois des heures, dans des bouchons, ce qui renchérit le coût de construction de ces immeubles, puisqu'on a des équipes qui sont payées à attendre dans les bouchons le temps d'arriver sur le chantier. Donc, des solutions commencent à se mettre en place. Différents professionnels du secteur du transport les promeuvent. Il y a des échanges entre professionnels, entre fédérations professionnelles sur ce secteur. Et cette idée de la bourse de fret qui existe dans le monde du transport, entre transporteurs routiers de longue date, d'une certaine manière, elle trouve se réinventer un peu différemment avec les centres de mutualisation en entrée de ville. Merci beaucoup. Je crois qu'on a juste une dernière question, Monsieur Dezeter, et puis je pense que ce sera la dernière, parce qu'on est déjà un petit peu débordé au niveau du timing. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez correctement? Oui, bien. Bonjour, merci de vos présentations. J'ai vu passer dans la présentation, en marque vous étiez ancienne métropole, je ne me suis pas présenté. J'ai vu dans la présentation tout à l'heure l'idée de conventionnement possible avec, j'ai cru comprendre, les collectivités, pour accompagner les collectivités. En fait, je voulais savoir comment effectivement ce partenariat entre le groupe La Poste et les collectivités peut prendre forme au regard notamment de la commande publique, quoi. Est-ce que c'est une convention de partenariat sur des modalités d'expertise? Mais voilà, vous comprenez le sens de ma question, je pense. Comment on peut travailler plus étroitement sur ces sujets? Merci. Alors, je ne vais peut-être pas être le seul à répondre. Un premier point, d'abord, ces conventions que nous proposons de conclure avec les territoires, et vous le comprendrez, puisqu'on parle de logistique urbaine, nous focalisons nos interventions aujourd'hui sur les plus denses, les plus importantes, donc les métropoles. Ce sont en réalité des accords sur des plans d'action concertés. Dans le guide qu'on évoque à l'instant,
ont fait apparaître qu'en réalité, pour produire une logistique plus vertueuse, on a besoin d'échanger et de travailler avec les territoires. Je vais prendre une illustration qui est assez parlante, il me semble. Nous avons décidé de décarboner la livraison du dernier kilomètre et nous avons décidé de le faire en électrifiant nos flottes. Nous avons énormément de véhicules et nous allons, dans un certain nombre de territoires, avoir un problème, une difficulté d'accès à un nombre suffisant d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Nous pouvons équiper nos sites en infrastructures de recharge, mais nous ne pourrons pas en avoir suffisamment par rapport à nos véhicules. Et vous voyez bien qu'il y a un intérêt évident à ce que nous puissions en parler avec les territoires pour identifier quels sont les acteurs qui pourraient mailler le territoire de ces infrastructures et pour qu'on puisse discuter des conditions dans lesquelles nous pourrions y avoir accès. Et donc, dans le cadre des conventions de logistique urbaine, ce que nous identifions, ce sont tous ces sujets où, pour produire ensemble une logistique à faible émission, il nous faut nous retrouver autour d'une table, en parler et identifier les bonnes solutions. Vous voyez, si les véhicules de la Poste sont situés au sud de la ville et que les infrastructures de recharge disponibles sont tout au nord, on va avoir des difficultés pour s'entendre et pour fonctionner. Donc, il faut qu'on parle du nombre d'infrastructures, de leur localisation, de leur puissance, etc. Et ce sujet, c'est un exemple, on pourrait en trouver plein d'autres. Et donc, les conventions, c'est le choix d'un certain nombre de leviers d'action que nous allons travailler dans un calendrier déterminé en commun, au même rythme, chacun dans son domaine de compétences, et sans qu'en aucune manière il y ait de lien d'affaires, de transactions commerciales entre la Poste et la collectivité. L'objet n'est pas de vendre quoi que ce soit, l'objet c'est bien de créer dans le territoire les conditions d'une logistique à faible émission pour tous les opérateurs. Quand je parle de l'exemple des infrastructures de recharge, il ne s'agit évidemment pas de mettre des infrastructures qui seraient réservées au seul usage de tel ou tel opérateur, mais bien avoir un maillage qui permette de répondre aux besoins de tous, et c'est de ça dont il faut parler. Et donc, sur chacun des leviers d'action qui figurent dans le guide que nous citons, nous essayons de montrer pourquoi il est essentiel d'en parler ensemble et d'agir dans un calendrier synchronisé. Nous aurons ces véhicules au plus tard en 2025. Nous faisons tout pour. Si nous n'avons pas d'infrastructure de recharge, nous ne pourrons pas les faire circuler. Est-ce que ça répond à votre préoccupation, Monsieur Dezetter? Oui, c'est très clair. Je vous remercie pour cette réponse. Ça fait le lien avec un document qu'on n'a pas évoqué dans toute la multiplicité, cette complexité, c'est les SDIRVE, parce qu'effectivement, on est lancé sur les SDIRVE qui font partie d'une composante importante de la stratégie, me semble-t-il. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions, donc Carole, je te laisse peut-être la main pour la conclusion. Merci beaucoup, Guy-Pierre Sachot, pour votre présentation et Christelle Savigna. Merci de votre participation à tous. Merci pour vos questions. Nous allons publier dans notre newsletter hebdomadaire une petite description de ce webinaire, et donc la présentation projetée aujourd'hui sera disponible et du coup aussi sur notre site internet. Nous préparons une journée en présentiel en fin d'année 2022 sur la question de la logistique urbaine, qui pourra être l'occasion de faire des visites de sites, donc nous vous en informerons. D'ici là, je vous invite aussi à venir à la convention, au congrès annuel de l'Intercommunalité de France qui aura lieu du 5 au 7 octobre à Bordeaux. Et je vous remercie infiniment tous d'avoir participé. Merci à vous pour votre invitation et merci à l'ensemble des participants. Merci. Merci et au revoir. beaucoup. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.